vous propose d'abord de commencer par rédiger votre CV. Alors, votre CV va comporter différentes parties. Une partie va être concentrée sur votre état civil. Et là, je vous ai indiqué sur la diapo, donc il faut faire attention à ce qu'il soit bien clair et bien complet. Alors, bien entendu, il faut mettre votre prénom et votre nom. Bon, petite question au passage, est-ce que je mets d'abord le nom ou d'abord le prénom ? Aujourd'hui, la mode est à l'indication d'abord du prénom, ensuite du nom. Alors, c'est important quand on a un prénom, qui est à consonance étrangère. Voyez, donc, à l'école, on a tous eu la même habitude, quand nous étions à l'école primaire ou au collège ou au lycée, on nous appelait d'abord par notre nom, parce que c'était l'ordre alphabétique qui figurait sur les listes, et ensuite votre prénom. Dans la vie professionnelle, on a tendance à personnaliser davantage la relation, donc on préfère indiquer son prénom d'abord. Quand je me présente, voyez, quand je suis en face à face avec quelqu'un, il vaut mieux que je me présente d'abord par mon prénom et ensuite par mon nom. Ensuite, il faudra que je mette mon adresse complète. Et attention, ne mettez pas non plus d'abréviations parce qu'elles ne sont pas toujours intelligibles par tout le monde. Vous mettrez bien sûr votre numéro de téléphone fixe et votre numéro de téléphone portable. Et vous mettrez aussi votre adresse mail. Alors là, j'ai quand même quelques remarques importantes à faire. Vous donnez votre téléphone fixe si vous en avez un. C'est normal, l'entreprise préfère appeler sur un téléphone fixe plutôt que sur un téléphone portable parce que ça coûte moins cher. Bien, si vous donnez votre numéro de téléphone portable, ça veut dire que l'entreprise peut vous appeler à tout moment. Peut-être que vous serez disponible pour répondre et peut-être que vous ne le saurez pas. Bien, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas disponible, l'entreprise va tomber sur votre messagerie. Alors attention au contenu du message que vous avez enregistré pour inviter la personne à vous répondre. Attention, chez les jeunes étudiants, on a des messages qui sont parfois très originaux. Laissez la meilleure image de vous. Donc, laissez un message professionnel. D'accord ? Donc, un petit peu d'humour si vous le souhaitez, mais attention, il faut que ça fasse professionnel. Eh bien, pour votre adresse mail, c'est la même chose. Alors, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des adresses mail un peu rigolotes du style mimi@orange.fr. Bon, ça fait pas très professionnel. Alors, peut-être que vous pourriez créer une adresse mail professionnelle avec ce que je vous recommande, c'est d'abord je mets mon prénom, ensuite je mets mon nom. D'accord ? Alors, est-ce que je mets un point, est-ce que j'en mets pas ? Ça, c'est comme vous le souhaitez. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus facile. Gardez toutes vos autres adresses mail pour vos conversations privées avec vos amis, etc. Mais créez-vous une adresse mail que pour la diffusion donc, de votre CV. Ça, je crois que c'est une remarque amusante et qui est pourtant tout à fait importante. Alors, ensuite, il vous faudra, donc, toujours dans votre état civil, donner votre âge. Alors, les étudiants ont l'habitude de mettre leur date de naissance. Bon, écoutez, le recruteur, il a tout un tas de CV sous les yeux. Il n'a pas trop envie de calculer à chaque fois s'il a 20 ans, 21 ans, 18 ans, etc. Donc, facilitez-lui la tâche, indiquez-lui les deux. Donc, vous lui mettez bien visible votre âge, entre parenthèses, si vous le souhaitez, vous mettez votre date de naissance. Ou alors, vous faites le contraire. Vous mettez votre date de naissance et puis, entre parenthèses, vous précisez votre âge. Il faudra aussi indiquer si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié. Bon, alors vous pouvez dire aussi que vous vivez en concubinage, que vous êtes pacsé, mais bon, n'entrez pas trop dans le détail. Pour un stage, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant pour le recruteur, c'est de savoir si vous êtes célibataire. Cela sous-entend que vous êtes disponible. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants, forcément, vous l'êtes un petit peu moins. Bon.
à vous de décider de ce que vous voulez mettre en avant. Bien, alors, on a mis en haut de son CV, on s'est présenté en haut de son CV, il va falloir créer une accroche. Alors, cette accroche, vous allez voir quand même une première accroche que vous pouvez avoir en positionnant votre photo. Alors ça, c'est une question que vous devez vous poser. L'année dernière, vous avez entendu bien souvent à la presse ou en lisant la presse, ou vous avez entendu à la radio ou à la télé, que la photo n'était plus exigée pour la réalisation de CV. Bon, alors là, moi, je suis un petit peu dubitative. C'est vrai qu'on a expliqué que la photo pouvait être discriminante et le recruteur pouvait sélectionner finalement un candidat simplement sur son visage. Effectivement, c'est la réalité. N'empêche que la photo permet quand même au recruteur de pouvoir mettre un visage sur un nom. Donc moi, j'aurais tendance à dire, mettez plutôt votre photo. Ce n'est pas obligatoire. Ne me la mettez pas si vous n'êtes pas très photogénique, si cela vous gêne. Mais un recruteur préfère. Alors moi, les recruteurs que je connais me le disent spontanément. Ils me disent, c'est mieux s'il y a la photo. Donc à vous de voir si vous la mettez ou pas. Alors attention, hein, si vous mettez une photo, mettez une photo qui soit professionnelle. Donc, pour les hommes, c'est mieux de mettre une photo dans laquelle vous avez un costume, et puis une chemise, et puis une cravate. Vous voyez, le t-shirt avec une grande image en apparence, bon, c'est pas du meilleur effet. Pour les filles, écoutez, mettez une photo dans laquelle on voit votre visage. Vous voyez, il ne faut pas être masqué par ses cheveux. Mettez aussi une photo professionnelle, c'est-à-dire, vous savez, la petite robe avec des petites fines bretelles ou le t-shirt avec des fines bretelles ou un grand décolleté. Bon, c'est pas bien sûr, ça peut être à votre avantage, mais c'est pas professionnel. Hein. Restez sobre. Hein, une photo dans laquelle vous souriez, une photo qui donne envie de faire votre connaissance. Donc ça sera votre accroche visuelle. Maintenant, il va falloir indiquer votre motivation. Eh bien, beaucoup de recruteurs, quand ils voient un CV, ils ont du mal à savoir ce que recherche le candidat. Vous savez, le recruteur lira d'abord le CV et après la lettre. Bon, eh bien, sur le CV, il faut qu'il comprenne de suite ce que vous recherchez. Et beaucoup d'étudiants, beaucoup de stagiaires oublient d'indiquer finalement ce qu'ils recherchent. Et si vous allez sur Internet, ce que moi je fais régulièrement pour voir un petit peu comment les étudiants présentent leur demande de stage, eh bien souvent, quand on voit leur CV, on ne sait pas s'ils recherchent un stage ou s'ils recherchent un emploi. Alors que le recruteur est très intéressé par cela. Et ensuite, quand vous dites que vous recherchez un stage, dites de quoi. Un stage de comptabilité, un stage commercial, et ensuite, essayez de préciser un petit peu le contenu du stage que vous recherchez. Hein. Donc là, c'est ce que j'appelle l'accroche textuelle. Donc le mieux, c'est en introduction, donc vous avez mis votre état civil en haut à gauche, vous avez mis votre photo en haut à droite. Le mieux, c'est d'écrire au milieu bien gros, donc que vous recherchez un stage de comptabilité pour la période due, et là vous mettez les dates du stage que vous souhaitez. Et ça, c'est une façon importante, intéressante de préciser directement à l'employeur votre demande. Vous savez, l'employeur ou le recruteur, c'est quelqu'un qui n'aime pas lire, qui n'a pas forcément de temps à passer, qui reçoit énormément de CV. Donc il faut qu'il comprenne de suite ce que vous recherchez. Donc, on a mis son état civil, on a mis donc le type de stage que l'on recherche, et maintenant, il va falloir parler de soi. Donc, pour parler de soi, vous allez commencer
par dire ce que vous avez suivi comme formation. Alors, ça, c'est ce que je recommande pour les jeunes étudiants. Les jeunes étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle vont mettre en avant leur formation. Les étudiants qui ont déjà une certaine expérience professionnelle vont commencer par plutôt cette expérience professionnelle. Donc pour les jeunes qui viennent d'avoir leur bac, qui ont suivi leur première année de DCG, eh bien, ils vont être obligés de mettre en avant leur formation. Donc vous allez indiquer ce que vous avez fait cette année. Donc vous allez dire par exemple, ça c'est juste un exemple que je vous donne, pour l'année 2008 et 2009, vous avez préparé donc votre DCG à Contalia. Si vous avez fait si vous préparez votre DCG, ben, vous indiquez exactement la même chose. Ensuite, donc il vous faut indiquer la formation, ce que vous avez fait juste avant. Alors vous pouvez dire par exemple qu'en 2007-2008, vous avez suivi tel type de formation, donc par exemple une année de fac, donc là il faut l'indiquer, et puis il faut surtout dire si vous avez validé cette année ou pas. Il faut aussi donner le nom de l'établissement, parce qu'on ne sait jamais, vous savez, le monde est petit, peut-être qu'on connaît l'établissement, peut-être qu'on connaît quelqu'un qui était dans l'établissement, donc ça peut toujours renseigner le recruteur. Donc, vous mettez ce que vous avez fait donc, en 2008, ce que vous avez fait en 2007, ce que vous avez fait pour obtenir votre bac. Donc, l'année d'obtention de votre bac. Donc là, vous indiquez la série du bac que vous avez, éventuellement la mention que vous avez, bon, seulement si c'est une mention bien ou très bien. Bon, j'ai mis mention assez bien si vous le souhaitez, mais bon, mention passable, bien sûr, vous n'en parlez pas. Hein. Alors, quand vous parlez du bac de la série, alors attention à ça, parce que les bacs ont des intitulés qui ont changé par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Et les recruteurs ne connaissent pas forcément le nouvel intitulé pour les bacs techniques. Vous savez, il y avait certains recruteurs ont passé il y a bien longtemps un bac G, puis ce bac G est devenu un bac STT, et puis ce bac STT, il a encore changé d'intitulé. Donc mettez l'intitulé intégral de votre baccalauréat. Eh bien, après avoir décrit votre formation, il va falloir maintenant décrire votre expérience. Alors, votre expérience, il va falloir donner, bien sûr, les dates pendant lesquelles vous avez travaillé. Il faudra indiquer la durée. Il faudra indiquer également le nom de l'entreprise, éventuellement le poste qui a été occupé et surtout les principales missions. Alors, on va revenir là-dessus. On a parlé des dates. Alors, les dates importantes, alors attention, si j'ai une expérience de 15 jours, bon, c'est pas génial. Si bien souvent, les étudiants ont travaillé pendant plusieurs années dans la même entreprise pendant l'été. Vous voyez, ils ont travaillé en juillet, je ne sais pas, 2005, et puis en juillet 2006, etc. Alors, vous pouvez regrouper, dire que vous avez passé 3 mois dans l'entreprise, mais pendant des étés consécutifs. Vous voyez, c'est mieux de faire de regrouper différentes périodes de stage réalisées dans la même entreprise. Alors, vous indiquez votre les dates, la durée. Donc là, je vous propose de condenser les dates, la durée si vous avez fait ce stage pendant plusieurs années consécutives. L'entreprise, alors la mode à un moment donné était de mettre le logo de l'entreprise. Bon, écoutez, honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Hein. Ça met un petit peu de couleur sur le CV, mais bon, je ne suis pas du tout persuadée que ça puisse avoir un intérêt particulier. Par contre, ce qu'oublient les étudiants, c'est de dire les missions qui leur ont été confiées. Et bien souvent, les étudiants vont se contenter de dire, je ne sais pas moi, par exemple, j'ai fait des petits travaux administratifs. Oui, mais expliquez ce que c'est. Est-ce que vous avez tenu l'accueil dans une entreprise? Pendant l'été, c'est un travail intéressant. Est-ce que vous avez fait de la saisie? Est-ce que vous avez plutôt travaillé, je ne sais pas, dans une chaîne logistique? Est-ce que vous avez fait de la manutention? Dites un petit peu décrivez un petit peu ce que vous avez fait. Vous savez, dans une entreprise, l'intitulé d'un poste
poste ne correspondra pas forcément au même travail qui a été réalisé dans une autre entreprise. Donc l'intitulé d'un poste n'est pas suffisant. Décrivez le travail que vous avez réalisé. Et bien entendu, essayez de décrire le travail qui pourrait intéresser l'entreprise pour laquelle vous postulez pour faire votre stage. Ensuite, après l'expérience, il faudra parler donc de la connaissance des langues étrangères. Alors, pour les langues étrangères, on ne sait pas encore trop comment évaluer votre niveau. On a l'habitude de dire, bon, si je ne suis pas très bonne en anglais ou en espagnol ou en allemand ou dans une autre langue, je dis scolaire. Donc ça veut dire, bon, scolaire. Alors ça sous-entend quand même que ce que l'on sait, ce que l'on a appris à l'école n'était pas très intéressant pour une entreprise. Hein. C'est sous-entend qu'il y a un gouffre entre ce que j'ai appris au lycée et le langage courant. Hein. Si vous parlez plutôt bien, vous dites que vous avez une bonne pratique. Vous pouvez dire aussi que vous parlez couramment la langue et encore mieux si vous êtes bilingue. Bon, ça, c'est pour votre formation. Il est évident que l'anglais, la connaissance de l'anglais est drôlement intéressante, hein, drôlement importante. Si vous avez déjà passé un examen dans les langues étrangères, vous savez le TOEIC, vous avez le TOEFL, qui sont des examens qui permettent d'attester de vos connaissances en anglais. Eh bien, c'est bien de le dire. Hein. Ça rassure un petit peu l'employeur qui a une information concrète sur votre niveau de connaissance. Vient ensuite l'informatique. Alors, on peut parler d'abord de l'informatique, ensuite des langues, hein, ou le contraire, ça n'a pas d'incidence. En tout cas, la partie informatique est pour votre formation importante. Alors, il faut bien sûr dire quel est votre niveau de connaissance pour les logiciels. Alors, ce qui est le plus utilisé dans l'entreprise, eh c'est le pack Office, bien sûr, de Microsoft. Hein, ça, c'est en ce moment, la plupart des entreprises utilisent ces produits. Si vous connaissez la suite OpenOffice, c'est bien. Hein, c'est bien. Le tout, c'est de connaître correctement un traitement de texte, un tableur, un logiciel de messagerie, un logiciel de base de données. Si vous connaissez Ciel, logiquement, pour votre formation, vous avez dû apprendre à utiliser un logiciel de comptabilité, Sage ou Ciel ou d'autres produits, peu importe. L'essentiel, c'est de le connaître parce que dans un cabinet d'expertise comptable, vous travaillerez exclusivement sur ce type de logiciel. Et dans une entreprise, vous travaillerez parfois sur des applications propres à l'entreprise, mais bien souvent sur ces types de logiciels qui sont développés. Donc, il faut mentionner ces noms de logiciels. Ce qui est intéressant, c'est de le dire si vous avez des notions. Si vous êtes en première année de DCG, c'est sûr que vous en êtes encore soit au stade des notions, soit vous avez une bonne connaissance du logiciel. Et si vous avez une très bonne connaissance, eh bien, vous êtes expert. Vous pouvez vous définir comme expert. Alors, comme pour les langues, vous savez qu'il existe des diplômes qui attestent d'un niveau de connaissance dans certains logiciels. Donc, au lycée, vous avez peut-être passé le B2I ou le C2I, qui sont des examens qui sont proposés par l'Éducation nationale. Maintenant, il existe aussi pour les logiciels du pack Office et les logiciels d'ailleurs d'OpenOffice, des tests qui sont réalisés et qui concernent le passeport. Le PCIE, qui est un passeport donc, de compétences en informatique, et c'est un passeport qui est européen, et donc c'est un examen qui est passé dans les principaux pays d'Europe, et ce qui permet donc d'indiquer à l'employeur qu'on maîtrise Word, on maîtrise un traitement de texte, donc on maîtrise un tableur, on maîtrise une base de données, etc. Donc pour un recruteur, écoutez, c'est comme pour les langues, hein, c'est comme pour le TOEFL ou le TOEIC, c'est une information concrète qui rassure le recruteur. Et enfin, vous pouvez terminer par une partie divers. Donc, dans cette partie divers, eh bien, vous pourrez préciser si vous pratiquez un sport particulier,
Si vous êtes membre d'une association, hein, si vous êtes secrétaire, si vous êtes président de l'association, si vous êtes trésorier de l'association, hein, c'est toujours bien vu par le recruteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire quels sont vos loisirs. Alors, le loisir est intéressant. Bien sûr, s'il est en rapport avec l'activité de l'entreprise, hein, un stagiaire qui a envie de faire, par exemple, un stage chez Decathlon, admettons, hein, s'il a comme loisir, je ne sais pas moi, le ski, ça peut intéresser Decathlon, vous voyez. Donc, je donne cet exemple qui, parmi tant d'autres. Hein. Donc, c'est bien de préciser vos loisirs. Bon, attention, tout le monde a l'habitude de dire je lis, je vais au cinéma. Bon, c'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant. Cette partie divers, en fait, très franchement, elle sert surtout à l'employeur. Quand vous serez face à lui, il faudra bien qu'il trouve des sujets de conversation. Il vous aura fait parler de votre expérience, il vous a fait parler de vos diplômes, etc. Mais il faudra bien qu'il vous fasse parler encore. Eh bien, il va choisir, il va puiser dans cette partie divers des thèmes. Donc, par exemple, vos loisirs, il va vous demander si vous aimez le cinéma, quel type de film. Si vous aimez la musique, quel type de musique. Est-ce que vous allez à des concerts, etc. Vous voyez, c'est simplement un prétexte pour vous faire parler. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Bien sûr, on préfère quand un stagiaire vient avec son propre ordinateur. Vous savez que vous allez faire ce rapport de stage, vous allez prendre des notes. Dans l'entreprise, il n'y a pas forcément un ordinateur à votre disposition équipé des logiciels de traitement texte. Et si vous venez avec votre ordinateur, ça sera toujours bien vu. Hein, ça sera un service en moins que vous allez demander à l'entreprise. Alors, en termes de présentation maintenant. En termes de présentation, il faudra faire en sorte que votre CV soit aéré. Il faudra qu'il soit beau, il faudra qu'il soit attractif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un recruteur reçoit énormément de CV. Donc, il va d'abord regarder ceux qui l'ont attiré, ceux qui lui semblent intéressants. D'accord ? Donc, il faut que l'ensemble soit aéré. Il faut que la structure de votre CV soit apparente. Autrement dit, il va falloir, bien sûr, que vous mettiez vos titres de façon très visuelle. Et puis, il faut faire des retraits régulièrement. Il faut mettre des puces. Vous savez, les puces, c'est les tirettes des énumérations. Il faut donc écrire vos titres bien gros, vos sous-titres. Vous voyez, il faut quand même que rapidement, vous voyez, on n'est pas besoin, rapidement on puisse prendre connaissance de l'essentiel, hein, et il faut que ça saute vraiment aux yeux. Alors, pour cela, hein, vous pouvez écrire gros, vous pouvez mettre les mots en gras, vous pouvez bien sûr, utiliser une trame de fond. Vous savez, la trame de fond, c'est un bandeau de couleurs sur lequel le texte est écrit. Hein. Donc, vous mettrez votre CV, vous ferez votre CV de préférence sur une seule page. Alors attention, sur une seule page parce que vous êtes débutant. D'accord ? Quand vous aurez, ce que je vous donne comme conseil, c'est pour demander un stage, pas rechercher un emploi. Pour une recherche d'emploi, le CV pourra faire 2 pages. Surtout si vous avez une longue expérience professionnelle. Mais vous, en tant que débutant, une page doit suffire. Donc, vous pourrez mettre sur votre page votre photo. Il faut qu'en termes de présentation, l'ensemble soit rigoureux, méthodique, synthétique. Je crois que ce sont les mots clés qu'il faut vraiment retenir. Vous voyez, votre CV doit être beau, mais il doit montrer que vous êtes quelqu'un d'organisé. En plus, vous suivez une formation comptable, donc il faut qu'on voit que vous êtes rigoureux, méthodique, synthétique. Donc il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de dire dans un minimum de mots le plus important, l'essentiel, donc de ce qui peut intéresser un recruteur. Alors, parmi les erreurs à ne pas commettre, ne nommez en haut de votre CV, n'écrivez pas curriculum vitae. On voit bien que c'est un CV, donc ce n'est pas la peine de le mettre. Moi, je préfère que vous mettiez votre nom. Hein. C'est plutôt votre nom qui doit attirer. Ne précisez pas non plus les types de contrats de travail que vous avez obtenus. Ne dites pas j'ai eu un CDD, un CDI, ça n'intéresse personne, on s'en fiche. Hein. Ne donnez pas des informations négatives du style, ne dites pas que vous avez été au chômage pendant une longue période, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Ne dites pas que vous avez raté la validation de votre formation précédente, ça n'intéresse personne. Ne dites pas non plus si vous appartenez à un groupe politique, religieux ou syndicaliste. Hein, ne mettez pas
Ne donnez pas des bâtons pour vous faire battre. Ne développez pas non plus trop votre expérience. Si vous dites tout sur votre CV, l'employeur n'aura plus de questions à vous poser, alors que votre objectif, c'est simplement d'obtenir un rendez-vous. C'est après, quand vous serez face à l'employeur, que vous pourrez dire tout ce qui l'intéresse. Mais donc, donnez-lui simplement des éléments qui attirent sa curiosité, vous approfondirez ensuite quand vous serez face à lui.